Mes parents voulaient vendre la maison héritée de ma grand-mère pour acheter un appartement à ma sœur. Pour défendre mes limites, je l'ai vendue en secret à une nouvelle famille. Furieux de découvrir des inconnus sur place, mes parents ont exigé l'argent de la vente, mais j'ai fermement refusé pour protéger mon avenir. Je m'appelle Allison Reynolds. J'ai 28 ans. Avant de vous raconter ce qui s'est passé, d'où regardez-vous cette vidéo? Aimez et abonnez-vous si vous avez déjà dû tenir tête à votre famille lorsqu'elle dépassait vos limites. Croyez-moi, vous voudrez entendre comment cela se termine. La maison de campagne se trouve à environ 40 minutes de la ville, nichée entre des collines verdoyantes avec une vue à couper le souffle au coucher du soleil. Ma grand-mère l'a achetée dans les années 70, lorsque le terrain était encore abordable dans la région. Ce n'est pas extravagant, une modeste ferme de 2 chambres avec des parquets grinçants et des fenêtres qui coincent par temps humide. Mais la propriété s'étend sur 2 acres, avec un verger de pommiers qui produit les fruits les plus doux que vous ayez jamais goûtés et un jardin qui fleurit de fleurs sauvages chaque printemps. Après en avoir hérité il y a 3 ans, j'ai consacré tout mon cœur, mon temps et mes économies aux rénovations. J'ai remplacé le toit qui fuyait, modernisé la plomberie ancienne et restauré les parquets d'origine qui avaient été cachés sous des décennies de moquettes. J'ai peint l'extérieur d'un jaune beurre doux, tout comme grand-mère l'avait toujours voulu sans jamais avoir le temps de le faire. Chaque week-end pendant des mois, j'y allais en voiture avec des fournitures dans mon coffre, travaillant jusqu'à ce que mes muscles soient endoloris. Je ne me contentais pas d'entretenir une propriété. Je préservais l'héritage de ma grand-mère. Ma grand-mère, Elisabeth, était la seule personne qui me voyait vraiment. Alors que mes parents assistaient à chacun des spectacles de danse et matchs de football de Britney, c'était grand-mère qui venait à mes concours de débat et à mes expositions d'art. Quand je n'ai pas été sélectionné pour les Pom-Pom Girls en classe de 3e et que j'ai pleuré pendant des jours, mes parents m'ont dit de m'endurcir. Mais grand-mère a fait 1 heure de route pour m'apporter des biscuits faits maison et me raconter ses propres déceptions et comment elle l'avait mené vers de meilleures choses. Dans la cuisine de cette maison de campagne, elle m'a appris à faire sa célèbre tarte aux pommes, m'expliquant soigneusement comment couper le beurre dans la farine jusqu'à ce qu'il ressemble à de la semoule grossière. La patience, disait-elle, est l'ingrédient secret que la plupart des gens oublient. Sur la balancelle du Porsche, elle écoutait mes problèmes d'adolescente sans jugement, m'offrant une sagesse enveloppée de gentillesse. Les gens oublieront ce que tu as dit, les gens oublieront ce que tu as fait, mais les gens n'oublieront jamais ce que tu leur as fait ressentir, me rappelait-elle, sa voix douce mais ferme. Lorsqu'elle est décédée après une brève maladie, j'ai été dévasté. La lecture de son testament a surpris tout le monde, en particulier mes parents. La maison, ainsi qu'un modeste compte d'épargne, m'avaient été laissés explicitement. La documentation juridique était d'une clarté cristalline. La propriété m'appartenait à moi seul, et non à la famille comme mes parents semblaient le supposer. Ils ont masqué leur déception par des commentaires comme « Eh bien, bien sûr. Nous t'aiderons à la gérer, et c'est vraiment un bien familial. » J'ai hoché la tête et les ai remerciés, mais l'acte de propriété était à mon nom, et je savais exactement ce que grand-mère voulait. Le favoritisme dans notre famille n'était pas subtil. Britney, de 2 ans plus jeune que moi, a été la star dès sa naissance. Alors que j'étais réservé et introverti, Britney était extravertie et charmante. C'était une athlète naturelle, la reine du bal de promo, et la bénéficiaire d'une bourse d'études collégiales partielle, qu'elle a abandonnée après 3 semestres pour « se chercher ». Mes réalisations: obtenir mon diplôme avec mention, décrocher un emploi dans une prestigieuse agence de marketing, obtenir des promotions et été salué par des hochements de tête distraits, tandis que les moindres réussites de Britney étaient célébrées par des fêtes et des cadeaux. Ta sœur a besoin de plus d'encouragement, m'expliquait ma mère quand je l'interrogeais sur cette disparité. Tu as toujours été si indépendante. L'indépendance n'était pas un choix. C'était une nécessité dans un foyer où l'attention était une ressource limitée qui coulait rarement dans ma direction. Quand Britney a décidé de lancer un studio de fitness à 24 ans sans aucune expérience en affaires, mes parents ont refinancé leur maison pour lui fournir le capital de départ. L'entreprise a fermé ses portes en 8 mois. Quand elle a voulu devenir influenceuse voyage, ils ont financé des voyages à Bali et en Grèce pour son Instagram. Cela a duré environ 6 mois. Son schéma était constant: enthousiasme, investissement, abandon, puis passage au projet excitant suivant. Tout au long de cela, le soutien de mes parents n'a jamais faibli. Pendant ce temps, j'ai financé mes études supérieures grâce à des prêts étudiants et un travail à temps partiel.
Quand j'ai eu besoin d'une voiture pour me rendre à mon premier poste professionnel, j'ai économisé moi-même pour la compte. J'ai appris tôt que demander de l'aide se solderait par des sermons sur la responsabilité et le budget, des leçons qui n'étaient jamais adressées à ma sœur. J'ai établi des limites avec ma famille au fil du temps. J'ai limité les visites de vacances à 2 jours au lieu de séjours d'une semaine. J'ai arrêté de partager les détails de mon salaire ou de mes économies après que ma mère m'a suggéré d'aider à rembourser la dette de carte de crédit de Britney. J'ai éludé les questions sur ma vie amoureuse après que mon père a fait des commentaires dédaigneux sur Michael, mon petit ami depuis 2 ans, pour avoir choisi une carrière dans l'éducation plutôt que quelque chose de plus ambitieux. Il y a environ 6 mois, j'ai commencé à remarquer des commentaires étranges de la part de mes parents. Ma mère m'a appelé pour me poser des questions détaillées sur la maison de campagne, la superficie, l'état du toit, si je l'avais fait évaluer récemment. Mon père a mentionné qu'il connaissait un excellent agent immobilier spécialisé dans les propriétés de caractère. À l'époque, j'ai balayé cela d'un revers de main comme s'il s'agissait d'une conversation anodine, mais avec le recul, il préparait le terrain. Puis est venu l'appel téléphonique que je n'étais pas censé surprendre. J'étais arrivé en avance pour le dîner du dimanche et j'étais entré avec ma clé. Depuis la cuisine, je pouvais entendre mon père parler avec insistance dans son bureau. Le marché est très porteur en ce moment, surtout pour les propriétés avec terrain. Nous pourrions facilement en obtenir 300 000, peut-être plus, disait-il. Oui, nous parlerons à Allison ce week-end. Elle comprendra que c'est ce qu'il y a de mieux pour tout le monde. Britney a besoin de cette opportunité, et cette maison est vide la plupart du temps de toute façon. Je suis resté figé, les clés à la main, alors que la réalité de leur projet me submergeait. Ils discutaient de la vente de ma maison, de mon héritage, de mon refuge, sans même me consulter. Et pourquoi ? Une autre des opportunités de Britney qui s'évaporerait probablement comme toutes les autres. Je me suis reprise, j'ai fait une entrée bruyante et j'ai fait semblant d'arriver à l'instant. Pendant tout le dîner, j'ai attendu qu'ils abordent le sujet, mais ils ne l'ont pas fait. Ils attendaient le bon moment pour me présenter leur plan comme un fait accompli. Le pire n'était pas le plan lui-même. C'était l'hypothèse selon laquelle j'allais simplement l'accepter. Après 28 ans, ils me voyaient toujours comme quelqu'un dont les besoins et les sentiments pouvaient être ignorés au profit de Britney. Cette prise de conscience a fait plus de mal que la perte potentielle de la maison. Mais j'ai gardé une expression neutre et mes pensées pour moi. J'avais besoin de temps pour réfléchir avant de réagir. En rentrant chez moi ce soir-là, une pensée s'est cristallisée dans mon esprit. Il s'agissait de bien plus qu'une maison. C'était une question de respect, de limite et de reconnaissance finale. Je ne savais pas encore ce que je ferais, mais pour une fois, ce ne serait pas moi qui ferais des compromis. L'embuscade a eu lieu le vendredi suivant. Ma mère m'a appelé pour m'inviter à dîner, mentionnant que Britney serait là et qu'ils avaient une excellente nouvelle familiale à partager. J'ai failli refuser, sentant ce qui se préparait, mais j'ai décidé qu'il valait mieux affronter la situation de face. La salle à manger était dressée avec la belle vaisselle, signe certain d'une occasion importante. Mon père avait ouvert une bouteille de vin cher et Britney sautillait presque sur sa chaise, contenant à peine son excitation. Ma mère avait préparé mon plat préféré, un bœuf bourguignon, tentative évidente d'adoucir le coup qu'il s'apprêtait à porter. Allison, nous avons quelque chose d'important à discuter, a commencé mon père après que nous nous soyons installés pour le repas. Son ton était autoritaire, le même qu'il avait utilisé pour annoncer les décisions familiales tout au long de mon enfance. Ta mère et moi avons parlé de l'avenir, spécifiquement de la façon d'aider Britney à s'installer. Ma sœur m'a lancé un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. À 26 ans, elle essayait toujours de s'installer alors que je subvenais entièrement à mes besoins depuis l'âge de 22 ans. Comme tu le sais, le marché immobilier en ville est impossible pour les jeunes, a poursuivi ma mère en douceur. Britney essaie d'économiser pour un acompte, mais avec des loyers si élevés. C'était une nouveauté pour moi. Aux dernières nouvelles, Britney travaillait à temps partiel dans une boutique et passait ses week-ends dans des festivals de musique. Économiser n'avait jamais été son fort. Nous avons trouvé la solution parfaite, a annoncé mon père, levant son verre de vin comme pour porter un toast. La maison de campagne. C'est principalement un endroit pour le week-end pour toi, et honnêtement, l'entretien doit être un tel fardeau avec ta carrière bien remplie. J'ai posé ma fourchette avec précaution. Qu'en est-il de la maison de campagne ? Eh bien, si nous la vendons maintenant, nous pourrions en tirer un excellent prix.
plus qu'assez pour acheter un bel appartement à Britney en centre-ville. Ce serait un scénario gagnant-gagnant. Ma mère rayonnait comme si elle venait de résoudre un casse-tête complexe. Britney s'est penchée en avant, j'ai trouvé un endroit incroyable dans le quartier de Riverside. 2 chambres, accès au toit, à distance de marche de tous les meilleurs restaurants. Ce serait parfait pour la nouvelle marque de style de vie que je lance. Une autre nouvelle entreprise, une autre attente de financement familial. J'ai déjà parlé à mon ami de River City Realty, a ajouté mon père. Il peut mettre la maison en vente la semaine prochaine. Nous nous occuperons de tout. Tu n'auras pas à lever le petit doigt. La pièce a semblé basculer légèrement. Ils avaient déjà contacté un agent immobilier pour ma maison sans me consulter. Cette maison m'appartient, ai-je dit d'une voix plus basse que je ne l'aurais voulu. Grand-mère me l'a laissée à moi, pas à la famille. Ma mère a balayé l'objection d'un geste de la main. Oh, nous le savons, ma chérie. Mais la famille s'entraide. Britney a besoin de cette opportunité pour aller de l'avant. Et qu'en est-il de mon attachement à cette maison? Le travail que j'y ai consacré, les souvenirs qu'elle renferme. Ma voix s'est faite plus forte à chaque question. Ne sois pas sentimentale, Allison, a dit mon père fermement. Ce n'est qu'un bâtiment. Tu peux te créer des souvenirs n'importe où. Britney a tendu le bras pour toucher ma main. Je me suis écarté avant qu'elle ne puisse m'atteindre. Tu ne veux pas que je prenne un bon départ, a-t-elle demandé, son expression passant au visage blessé qu'il avait sorti d'affaires d'innombrables fois. Tu es déjà si bien établi dans ta carrière. Tu as des économies. Moi, j'essaie encore de trouver ma voie. En faisant vendre ma maison par nos parents. La seule chose que ma grand-mère voulait que j'aie. L'injustice de tout cela commençait à m'apparaître, apportant avec elle une vague de colère que je m'autorisais rarement à ressentir envers ma famille. Nous t'avons élevé pour que tu sois généreuse, a dit ma mère, son ton se durcissant. Pour que tu te soucies du bien-être de ta sœur. Et qu'en est-il de mon bien-être, ai-je rétorqué. Est-ce que quelqu'un autour de cette table y a pensé? Le visage de mon père s'est durci. Nous t'avons soutenu toute ta vie. Ah bon? La question a fusé avant que je ne puisse la retenir. Parce que d'ici, j'ai l'impression d'avoir été en grande partie livré à moi-même depuis l'âge de 18 ans, alors que vous avez financé une entreprise ratée après l'autre pour Britney. Ce n'est pas juste, a protesté Britney, des larmes lui montant aux yeux sur commande. Juste? Vous voulez parler de justice? J'étais debout maintenant, bien que je ne me souvienne pas m'être levé. Était-ce juste quand vous avez tous manqué ma remise des diplômes universitaires pour le week-end à la plage de Britney? Était-ce juste quand papa a utilisé l'argent promis pour la caution de mon premier appartement afin de sortir Britney de ses dettes de carte de crédit? Est-ce juste que pas une seule fois, l'un d'entre vous ne m'ait demandé ce que cette maison représentait pour moi avant de décider de la vendre? Le visage de ma mère était devenu pâle. Tu es dramatique. Nous essayons simplement d'aider ta sœur. En prenant quelque chose qui m'appartient. Quelque chose que j'aime. Quelque chose dans lequel j'ai investi. La maison m'appartient légalement. J'ai le seul mot à dire sur sa vente, et ma réponse est non. La voix de mon père s'est élevée pour s'aligner sur la mienne, après tout ce que nous avons fait pour toi. Qu'avez-vous fait exactement pour moi qui soit comparable à ce que vous avez fait pour Britney? Ai-je contesté, des années de blessures refoulées remontant à la surface. Citez-moi une seule chose. Le silence qui a suivi était assourdissant. Britney l'a rompu par un sanglot, je savais que tu étais jalouse de moi, mais je n'aurais jamais pensé que tu serais aussi égoïste. Ce mot, égoïste, a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Combien de fois le fait de fixer une limite ou d'exprimer un besoin avait-il été qualifié d'égoïsme dans cette famille? Je m'en vais, ai-je annoncé en prenant mon sac à main. Et pour que ce soit absolument clair, la maison n'est pas à vendre. Ni maintenant, ni jamais. Certainement pas pour financer un autre nouveau départ de Britney. Allison Grace Reynolds, ne franchis pas cette porte, a crié ma mère alors que je me dirigeais vers la sortie. Nous n'avons pas fini de discuter de cela. Je me suis retourné une dernière fois, si, nous avons fini. La maison est à moi. La décision est mienne, et je l'ai prise. Le trajet en voiture jusqu'à la maison de campagne a duré près d'1 heure, les larmes me brouillant la vue pendant une grande partie du chemin. Au moment où je me suis garé dans l'allée de gravier, ma colère avait fait place à une profonde tristesse.
J'ai déverrouillé la porte d'entrée et j'ai parcouru des pièces remplies de souvenirs. Le salon où grand-mère et moi avions joué à des jeux de société pendant les tempêtes d'été. La cuisine où elle m'avait appris à cuisiner. Le porche arrière où nous nous étions assises dans un silence confortable à regarder les lucioles émerger au crépuscule. Dans sa chambre, devenue une chambre d'amis, j'ai ouvert le placard qui contenait encore quelques-uns de ces effets personnels dont je ne pouvais me résoudre à me séparer. Son cardigan doux après des années d'utilisation. Une boîte de bijoux fantaisie avec lesquels elle me laissait jouer quand j'étais enfant. Des albums photos retraçant des décennies d'histoire familiale. La véritable histoire, pas la version révisée que mes parents préféraient, où Britney était le soleil autour duquel nous orbitions tous. Je me suis assise sur le bord du lit, la voix de ma grand-mère très présente dans ma mémoire, « Défends-toi, Ali. La gentillesse compte, mais le respect de soi aussi. Ne laisse personne te convaincre que tes sentiments n'ont pas d'importance. » Allongé sur la courte pointe qu'elle avait fabriquée, j'ai pris une décision. Ma famille ne respecterait jamais mes limites si je ne les imposais pas. Ils continueraient à prendre et à prendre jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien qui soit vraiment à moi. Pour la première fois, je devais me faire passer en premier. Non pas par dépit ou par vengeance, mais par instinct de conservation. Mon téléphone vibrait avec les SMS de mes parents et de Britney, oscillant entre des exigences de retour pour terminer la discussion et des messages culpabilisants sur la loyauté familiale. J'ai éteint mon téléphone et j'ai regardé la nuit tomber par la fenêtre, tandis qu'un plan prenait lentement forme dans mon esprit. Le lendemain matin, j'ai appelé Jessica, ma meilleure amie depuis l'université et la personne qui connaissait le mieux la dynamique de ma famille. « Ils ont fait quoi ?» s'est-elle exclamée après que je lui ai expliqué la situation. « C'est au-delà de l'arrogance, Ali. C'est délirant. » « Je sais », ai-je soupiré en faisant les 100 pas dans la cuisine de la maison de campagne. Mais il croyait sincèrement que j'allais simplement accepter. C'est ce qui fait le plus mal. « Alors, qu'est-ce que tu vas faire ?» a demandé Jessica. « Parce que tu sais qu'ils ne vont pas lâcher l'affaire. Ton père, surtout, n'a jamais accepté un non pour réponse. »« Je ne suis pas sûr », ai-je avoué. Une partie de moi veut juste tenir bon et refuser. Mais une autre partie. Une autre partie quoi, a insisté Jessica quand je me suis interrompu. Et si je la vendais moi-même? La pensée s'était formée au cours de ma nuit blanche. Avant qu'il ne me mette davantage la pression ou n'essaie de trouver un autre moyen. Il y a eu un silence à l'autre bout du fil. C'est en fait brillant. Reprends le contrôle de la situation. Mais es-tu sûr de vouloir vendre? Je sais à quel point cet endroit compte pour toi. C'était la bonne question. Est-ce que je voulais vendre la maison qui abritait tant de souvenirs précieux? Non. Mais je ne pouvais pas non plus supporter l'idée qu'elle devienne une source de conflit permanent, de voir mes parents débarquer avec des agents immobiliers, d'affronter les attentes déplacées de Britney. La maison méritait mieux que de devenir un champ de bataille. Je pense que je le dois, ai-je fini par dire. Pas pour eux, mais pour moi, selon mes conditions. Alors fais-le correctement, m'a conseillé Jessica. Le lundi suivant, j'ai pris un jour de congé personnel et j'ai rencontré Diane Hargrove, une avocate spécialisée dans le droit immobilier et les successions. Son bureau était chaleureux et accueillant, à l'image de son attitude, mais ses yeux étaient vifs lorsqu'elle a examiné les documents que j'avais apportés. La situation est très simple d'un point de vue juridique, m'a-t-elle assuré en ajustant ses lunettes. La maison vous a été laissée directement, pas à vos parents. L'acte de propriété est à votre seul nom. Vous avez le droit absolu de vendre ou de garder la propriété comme bon vous semble. Mes parents semblent penser qu'ils ont leur mot à dire dans cette affaire, ai-je expliqué. Ils ne l'ont pas, a-t-elle déclaré fermement. Pas légalement. Cependant, compte tenu de la dynamique familiale que vous avez décrite, je suggère de procéder avec prudence afin d'éviter tout conflit inutile. Elle m'a recommandé de documenter toute tentative ultérieure de mes parents de vendre la propriété sans mon consentement et m'a conseillé de choisir un agent immobilier en dehors de notre communauté immédiate pour minimiser les risques que la nouvelle ne parvienne à ma famille. Je vais également préparer une lettre de mise en demeure au cas où vos parents contacteraient des agents immobiliers en prétendant avoir l'autorité de vendre la propriété, a-t-elle ajouté. J'espère que cela ne sera pas nécessaire. Forte de la confirmation juridique de ce que je savais déjà, j'ai commencé à faire des recherches sur le marché de l'immobilier. À ma grande surprise, la valeur des propriétés dans la région avait grimpé en flèche au cours des derniers mois en raison d'un afflux de citadins cherchant des refuges à la campagne pendant la pandémie.
L'estimation de mon père de 300 000 était largement dépassée. Des propriétés similaires se vendaient près de 450 000. Grâce à la recommandation d'un collègue, je suis entré en contact avec Meredith Simons, une agente immobilière basée dans une ville située à 20 000 de la maison. Après avoir visité la propriété, elle s'est montrée enthousiaste quant à son potentiel. Les rénovations que vous avez faites sont exactement ce que les acheteurs recherchent sur ce marché, a-t-elle expliqué alors que nous parcourions les pièces. Un caractère authentique avec le confort moderne, et 2 acres avec des arbres fruitiers matures. Dans cet emplacement, nous pourrions proposer 475 000 et espérer plusieurs offres. Le chiffre m'a donné le tournis. C'était nettement plus que ce que j'avais prévu, de quoi faire une différence financière significative pour mon avenir. Meredith et moi avons élaboré une stratégie pour une vente discrète, pas de panneaux dans le jardin, pas de visites libres, uniquement des visites privées avec des acheteurs préqualifiés. L'annonce apparaîtrait en ligne, mais sans afficher l'adresse exacte. Ce soir-là, j'ai partagé mes projets avec Michael lors d'un dîner dans son appartement. J'appréciais son point de vue, non seulement en tant que petit ami, mais en tant que personne qui avait toujours soutenu mon indépendance. Je déteste qu'il t'ait mise dans cette position, a-t-il dit en tendant la main sur la table pour serrer la mienne. Mais je pense que tu prends la bonne décision. Cette maison devrait être une source de joie, pas de stress. Mais est-ce que je suis trompeuse, ai-je demandé, exprimant mon inquiétude la plus profonde. De la vendre sans leur dire. Michael a réfléchi à cela avec attention, est-ce qu'il te témoignerait la même courtoisie? Il prévoyait de vendre ta propriété sans ta permission. Tu ne fais qu'exercer ton droit légal de vendre ce qui t'appartient, selon tes propres conditions. Sa validation a renforcé ma détermination. Le lendemain, j'ai ouvert un nouveau compte bancaire dans une banque différente de celle de ma famille, m'assurant que le produit de la vente serait complètement séparé de tout compte que mes parents pourraient connaître. Au cours des 2 semaines suivantes, j'ai fait plusieurs allers-retours à la maison. Chaque fois, je remplissais ma voiture d'effets personnels dont je ne pouvais pas me séparer, la collection de romans en première édition de grand-mère, la courte pointe de sa chambre, les albums photos et la boîte à recettes en bois contenant des fiches manuscrites de sa belle écriture élégante. J'ai trouvé ses journaux intimes dans le tiroir du bas du bureau de l'étude, 5 volumes couvrant les 15 dernières années de sa vie. J'ignorais leur existence, et cette découverte a été comme un cadeau. Je me suis également concentré sur de petites améliorations pour rendre la maison plus attrayante. Du paillis frais dans les parterres de fleurs, de nouvelles poignées sur les armoires de cuisine, un nettoyage au nettoyeur haute pression de l'allée en pierre. Chaque tâche avait un goût doux amer, améliorant la maison tout en me préparant à la laisser partir. La culpabilité surgissait à des moments inattendus. En disposant des fleurs dans le vase préféré de grand-mère sur l'îlot de cuisine, j'ai été soudainement envahi par le doute. Étais-je en train de trahir sa mémoire en vendant la maison qu'elle avait tant aimée? Mais je me suis souvenu de ses paroles, les choses ne sont que des choses, Ali. Ce sont les souvenirs que tu portes en toi qui comptent. Elle m'avait laissé la maison pour m'offrir sécurité et bonheur, pas pour qu'elle devienne une source de querelle familiale. Pendant ce temps, mes parents poursuivaient leur campagne. Ma mère appelait tous les jours, oscillant entre excuses pour le malentendu et nouvelles tentatives pour me convaincre que vendre la maison était le choix le plus raisonnable. Mon père m'envoyait des liens vers des appartements qu'il pensait plaire à Britney. Comme si mon objection n'avait porté que sur la propriété spécifique qu'ils avaient choisie pour elle. Britney m'envoyait de longs SMS émotionnels où elle disait se sentir rejetée et mal aimée. Je répondais de manière minimale, gagnant du temps pendant que la vente suivait son cours. À la fin de la 3e semaine, Meredith avait fait visiter la maison à 7 acheteurs potentiels. 3 ont fait des offres supérieures au prix demandé. L'offre la plus élevée venait d'un jeune couple avec 2 jeunes enfants. Le mari était un menuisier qui était tombé amoureux de la grange qui pourrait devenir son atelier. Et la femme, pédiatre, imaginait leurs enfants grandir avec de l'espace pour courir et des arbres à escalader. Leur offre de 510 000 $ avec un calendrier de clôture flexible semblait parfaite. C'étaient des gens qui aimeraient la maison comme elle méritait d'être aimée. En signant les documents d'acceptation dans le bureau de Meredith, des émotions contradictoires m'ont envahi, la tristesse de devoir lâcher prise, le soulagement d'avoir pris le contrôle, l'anxiété face à la confrontation inévitable avec ma famille, mais sous tout cela, un sentiment grandissant d'affirmation de soi. Pour la première fois de ma vie peut-être, je prenais une décision majeure en me basant uniquement sur ce que je croyais être bon pour moi. Félicitations, a dit Meredith alors que je signais le dernier document.
vous venez de franchir une étape importante pour votre avenir. J'ai réussi à sourire à travers mes larmes et j'ai dit adieu à un morceau de mon passé. Les engrenages étaient lancés. Dans 45 jours, la maison de campagne appartiendrait à quelqu'un d'autre. Il ne restait plus qu'à me préparer à la tempête qui éclaterait lorsque ma famille découvrirait ce que j'avais fait. Le processus de vente d'une maison implique d'innombrables détails, chacun d'eux étant une occasion d'être découvert par ceux qui ne devraient pas savoir. Je suis devenue vigilante à effacer mes traces. Je faisais envoyer tous les papiers à mon adresse professionnelle ou à l'appartement de Jessica. J'organisais les inspections de la maison et les évaluations à des moments où je savais que ma famille serait occupée ailleurs. J'inventais des excuses pour expliquer pourquoi ils ne pouvaient pas visiter la maison, des problèmes de plomberie, des travaux d'entretien programmés, une retraite d'écriture dont j'avais désespérément besoin. 3 semaines après avoir accepté l'offre, j'ai rencontré les acheteurs, Eric et Lydia Moral, pour leur deuxième visite. Les regarder planifier l'emplacement des meubles et entendre leur fille de 4 ans s'extasier devant la banquette de la fenêtre dans ce qui allait devenir sa chambre a apaisé une partie de ma culpabilité. Lydia, avec son sourire chaleureux et ses manières douces, me rappelait ma grand-mère par certains côtés. Nous ne saurons jamais assez vous remercier d'avoir choisi notre offre, a-t-elle dit alors que nous étions dans la cuisine. Je sais que vous deviez avoir des offres plus élevées. C'est vrai, ai-je admis, mais l'argent n'était pas la seule considération. Je voulais que la maison revienne à une famille qui l'apprécierait. Eric a hoché la tête, un bras autour des épaules de sa femme. Nous avons l'intention de rester ici sur le long terme. Nos enfants grandiront en grimpant à ces pommiers. Les pommes sont les meilleures à la fin de septembre, leur ai-je dit. Sucrées, mais encore un peu acidulées. Parfaites pour les tartes. Vous devrez nous partager votre recette, a dit Lydia. Avec plaisir, ai-je répondu. Et je le pensais. D'une certaine manière, transmettre la recette de tarte aux pommes de ma grand-mère me permettait de garder un lien avec la maison, même lorsqu'elle ne m'appartiendrait plus. À l'approche de la date de signature, j'ai commencé le processus délicat de déménagement de mes affaires restantes. Chaque week-end, je remplissais ma voiture de carton, les stockant temporairement dans une pièce libre de l'immeuble de Jessica. J'ai procédé de manière méthodique, retirant les objets qui se remarqueraient s'ils venaient à manquer, les remplaçant par des substituts similaires mais de moindre valeur trouvés dans des magasins de décoration. Les cadres photos en argent ont été remplacés par des cadres identiques contenant les mêmes photos. La lampe ancienne de la chambre d'amis a été échangée contre une reproduction moderne. Je créais l'illusion que tout restait inchangé tout en retirant systématiquement mon cœur de la maison. Il y a eu des moments de justesse. Un dimanche après-midi, alors que je chargeais la dernière partie de la vaisselle en porcelaine de grand-mère dans ma voiture, une voisine m'a fait un signe de la main depuis le trottoir d'en face. Elle était amie avec ma mère, et j'ai retenu mon souffle, espérant qu'elle ne viendrait pas bavarder. Heureusement, elle promenait son chien et s'est contentée d'un salut amical avant de poursuivre son chemin. Un autre jour, j'ai répondu à un appel de mon père alors que je me tenais dans la chambre principale vide. « Où es-tu » a-t-il demandé, le bruit de fond suggérant qu'il conduisait. Nous pensions passer par la maison, pour discuter de tout cela en personne. Mon cœur s'est emballé. Je suis en ville aujourd'hui, ai-je menti, détestant la nécessité de la tromperie, je rencontre les parents de Michael pour le déjeuner. C'était la première excuse qui m'était venue à l'esprit, une excuse qui le découragerait sans éveiller de soupçons. Une autre fois, alors, a-t-il dit, la déception évidente dans sa voix. Ta mère et moi voulons vraiment résoudre cela, Allison. La culpabilité qui a suivi ces interactions était lourde, mais pas autant que le ressentiment que je ressentais à l'idée d'être forcé dans cette position. S'ils avaient respecté mes limites dès le début, s'ils m'avaient approché avec considération plutôt qu'avec présomption, j'aurais été ouverte à la discussion d'options qui auraient pu aider Britney tout en préservant mon lien avec la maison. Mais ils avaient montré leur jeu et leurs priorités trop clairement. 2 jours avant la signature, j'ai fait ma dernière visite à la maison vide. Les pièces résonnaient du bruit de mes pas alors que je passais de l'une à l'autre pour leur dire au revoir. Dans la cuisine, j'ai passé ma main sur le comptoir où grand-mère m'avait appris à étaler la pâte à tarte. Dans le salon, je me suis tenu près de la cheminée où nous avions fait griller des guimauves pendant les pannes d'électricité. Sur le porche arrière, je me suis assise à l'endroit où se trouvait son rocking chair, regardant le coucher du soleil peindre le ciel de nuances de rose et d'or. J'ai laissé une lettre pour les nouveaux propriétaires sur l'îlot de la cuisine, partageant l'histoire de la maison et certaines de ses particularités.
La porte du placard du couloir qu'il fallait soulever doucement pour la fermer correctement. Le meilleur endroit du jardin pour les tomates. La façon dont la lumière remplissait la salle à manger les matins d'hiver. J'y ai inclus la recette de tarte aux pommes de ma grand-mère et mon adresse email, une porte ouverte sur une connexion différente de celle que j'étais en train de perdre. Le lendemain matin, j'ai rencontré Meredith et la famille Morale au bureau de la société de titres. Eric et Lydia étaient venus avec leurs enfants, Maya, 4 ans, et Daniel, 6 ans, habillés sur leur 31 pour l'occasion. Daniel m'a tendu solennellement un dessin de la maison fait au crayon de couleur, agrémenté d'un arc-en-ciel et des mots « Merci », écrits avec soin en lettres d'imprimerie en haut. C'était le genre de geste innocent qui vous brise et vous répare le cœur en même temps. Nous en prendrons grand soin, a promis Lydia pendant que nous attendions les derniers documents. La signature en elle-même a été sans histoire, un flot de signatures, de paraphes et de tampons notariés, et c'était fait. Les clés ont changé de main. La maison qui avait appartenu à ma grand-mère, puis brièvement à moi, appartenait désormais à la famille Morale. Les fonds ont été transférés sur mon nouveau compte, une somme qui représentait à la fois une perte et une possibilité. En m'éloignant en voiture pour la dernière fois, j'ai ressenti un mélange complexe d'émotions, de la tristesse pour ce que je laissais derrière moi, du soulagement que la phase secrète se termine, de l'anxiété face à la confrontation à venir, et sous tout cela, un sentiment de paix grandissant quant à ma décision. Ce soir-là, seul dans mon appartement, j'ai ouvert le premier journal intime de ma grand-mère. Sur la page de garde, elle avait écrit une citation, « Parfois, la chose la plus courageuse à faire est de lâcher prise sur ce que vous pensiez que votre vie serait et d'embrasser ce qu'elle devient. » J'ai tracé les mots du doigt, puisant de la force dans sa sagesse par-delà le temps et la distance. Demain, j'affronterai ma famille. Ce soir, j'honorerai ma grand-mère en faisant confiance à mon propre jugement, tout comme elle me l'avait appris. La révélation est survenue plus tôt que prévu. Le lendemain matin de la signature, j'ai reçu un appel paniqué de ma mère, Alison, « Il y a des inconnus à la maison de campagne. Ils disent qu'ils l'ont achetée. Qu'est-ce qui se passe ?» Mon estomac s'est noué. J'avais prévu d'annoncer la nouvelle moi-même à mes parents, selon mes propres conditions, après m'être accordé une journée de préparation. La famille Morale n'était pas censée commencer à emménager avant le week-end. De toute évidence, ils avaient été aussi impatients de commencer leur nouveau chapitre que j'avais été impatiente de clore le mien. Je vais tout expliquer, ai-je dit, m'efforçant de garder une voix stable. Est-ce que papa et toi pouvez venir à mon appartement ce soir? Non, nous voulons des réponses maintenant, a-t-elle insisté. Ton père est en train de parler à ces gens. Ils ont des papiers. Alison, dis-moi que tu n'as pas fait ça. Je l'ai fait, ai-je confirmé, arrachant le pansement. La maison était à moi, j'avais le droit de la vendre et je l'ai vendue. Le silence qui a suivi a été assourdissant, suivi d'une tempête de questions et d'accusations. J'ai éloigné le téléphone de mon oreille, écoutant des fragments de la réponse de ma mère, « Comment as-tu pu ? Dans notre dos, après tout ce qu'on a fait. Britney va. Ton père est. » Lorsqu'elle s'est arrêtée pour reprendre son souffle, j'ai parlé fermement, « Je vous expliquerai tout ce soir, à 19h, chez moi. Amène papa et Britney si tu veux. » Puis j'ai raccroché, sachant que je devais me préparer à la confrontation à venir. J'ai passé la journée dans un état d'anxiété intense, oscillant entre répéter ce que j'allais dire et me distraire avec des emails professionnels. Michael a proposé d'être présent pour me soutenir, mais j'ai refusé. C'était une conversation que je devais avoir seule avec ma famille. À 19h précise, ma sonnette a retenti. Ils se tenaient tous les trois dans le couloir, mon père, le visage rouge de colère, ma mère, les yeux rougis par les larmes, Britney, qui avait l'air à la fois d'une victime et pleine de ressentiment. « Entrez », ai-je dit en m'écartant. J'avais préparé l'espace délibérément. Des documents étalés sur la table basse. Une carafe d'eau et des verres installés. Des sièges confortables disposés de manière à donner de l'espace à chacun. Personne ne s'est assis. Mon père a commencé immédiatement, « Comment as-tu osé vendre cette maison sans nous consulter? As-tu la moindre idée de ce que tu as fait? » J'ai vendu ma maison, ai-je répondu, m'efforçant de garder une voix calme. La maison qui m'a été laissée dans le testament de grand-mère. La maison que vous prévoyiez de vendre sans mon consentement pour acheter un appartement à Britney. Nous allions en discuter en famille, a protesté ma mère. Non, ce n'est pas vrai, ai-je rétorqué.
Vous aviez déjà contacté un agent immobilier. Vous présentiez cela comme une décision déjà prise. Vous supposiez que j'allais simplement l'accepter, comme je l'ai toujours fait. Britney s'est avancée, des larmes coulant sur son visage, tu as tout gâché. Cet appartement était parfait pour mon nouveau projet d'entreprise. Sais-tu à quel point il est difficile de trouver un bien abordable en ville? Comment suis-je censé avancer quand ma propre sœur me sabote? De la même manière que la plupart des gens le font, ai-je répondu. En travaillant pour cela, en économisant, en faisant des choix responsables. Tu te crois toujours tellement supérieur à moi, a-t-elle craché. Mademoiselle parfaite avec son travail parfait et son petit ami parfait. Tu as été jalouse de moi toute notre vie. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire devant l'absurdité de cette accusation. Jalouse de quoi? Des renflouements constants, des nouveaux départs sans fin, de l'absence totale de conséquences pour tes actes. Assez, est intervenu mon père. La question pratique demeure. Que as-tu fait de l'argent? Naturellement, c'était là sa principale préoccupation. Non pas mes sentiments, non pas mon autonomie, mais l'impact financier de ma décision. Cela ne vous regarde pas, ai-je dit fermement. Cela nous regarde absolument, a-t-il insisté. Cet argent devrait aller à l'appartement de Britney. C'était tout le but de la vente de la maison. Non, ai-je déclaré, ma voix se faisant plus forte. La maison était à moi. La décision était mienne, et le produit de la vente m'appartient. Ma mère s'est effondrée sur le canapé, semblant enfin saisir la réalité de la situation. Combien en as-tu tiré? J'ai hésité, puis j'ai décidé que la transparence pourrait les aider à comprendre l'ampleur de ce qu'ils avaient essayé de me prendre. 510 000 $. Tous les trois m'ont regardé avec stupeur. C'est presque le double de ce que ton père pensait qu'elle valait, a dit faiblement ma mère. Je sais. J'ai fait mes recherches. J'ai trouvé une bonne agente immobilière. J'ai examiné plusieurs offres. La fierté dans ma voix était indéniable. J'ai géré cela de manière professionnelle et responsable. Tu dois nous transférer cet argent immédiatement, a exigé mon père d'un ton sans réplique. Nous sommes tes parents. Nous savons ce qui est le mieux pour la famille dans son ensemble. Cela n'arrivera pas, ai-je répondu en faisant glisser un dossier sur la table basse. Voici des copies du testament de grand-mère, de l'acte de propriété et du transfert légal de propriété aux nouveaux acheteurs. Mon avocate a confirmé à plusieurs reprises que j'ai agi dans le cadre de mes droits légaux. Les droits légaux, a ironisé mon père. Est-ce tout ce qui compte pour toi? Qu'en est-il de l'obligation familiale? Qu'en est-il de la loyauté? La loyauté, ai-je répété, ressentant une vague de colère que j'avais trop longtemps réprimée. Où était votre loyauté quand vous avez balayé mes sentiments concernant la maison? Où était votre loyauté quand vous avez planifié de vendre mon héritage sans ma permission? Où a été votre loyauté toute ma vie lorsqu'il s'agissait de traiter vos filles sur un pied d'égalité? Nous vous avons toujours traités équitablement toutes les deux, a protesté faiblement ma mère. Non, ce n'est pas vrai, ai-je affirmé fermement. Au fond de vous, vous le savez. Britney a bénéficié de tous les avantages, de tous les bénéfices du doute, de toutes les opportunités, tandis que j'ai dû me battre pour obtenir de la reconnaissance et du soutien. Britney s'était déplacée vers la fenêtre, nous tournant le dos, les épaules secouées par les sanglots ou la rage, je ne saurais le dire. Je vais parler à Edward, a dit mon père, nommant son ami avocat. Il doit y avoir un moyen de contester la vente ou de récupérer les fonds. Il n'y en a pas, l'ai-je assuré. La vente est définitive. L'argent est sécurisé. Mais allez-y, perdez votre temps et celui d'Edward si cela vous fait du bien. L'expression de ma mère était passée de la détresse au calcul. Allison, ma chérie, je sais que nous avons pu être insensibles à ton attachement à la maison, mais tu vois bien que Britney a plus besoin de cette aide que toi. Tu es si capable, si indépendante. Ne pourrais-tu pas au moins partager une partie de l'argent pour la paix familiale? Cette tentative de manipulation était si transparente qu'elle m'a presque fait sourire. Ma décision est finale, ai-je dit. Je vous conseille à tous de vous adapter à cette réalité. Alors tu ne nous laisses pas le choix, a déclaré mon père. Jusqu'à ce que tu reviennes sur cette action égoïste, nous devrons reconsidérer notre relation avec toi. Qu'est-ce que cela signifie exactement, ai-je demandé, bien que je le sache déjà. Cela signifie que tu n'es plus la bienvenue aux événements familiaux, a-t-il dit froidement.
Cela signifie que nous ne pouvons pas soutenir quelqu'un qui trahirait sa famille de cette façon. Bien que je m'attendais à cette réaction, les mots m'ont blessé. J'avais passé toute ma vie à chercher leur approbation, travaillant dur pour mériter l'amour qu'ils offraient gratuitement à Britney. Mais en cet instant, je me suis senti curieusement insensible à cette menace. Si c'est votre décision, je l'accepte, ai-je dit calmement. Mais je veux être clair. Je n'ai trahi personne. Je me suis protégé contre une trahison. Ma mère a commencé à pleurer à chaudes larmes. Britney s'est retournée de la fenêtre, l'air vengeur. Je vais m'assurer que tout le monde sache ce que tu as fait. Les cousins, les tantes, les oncles, les amis, tout le monde saura que tu as choisi l'argent plutôt que la famille. Dites-leur ce que vous voulez, ai-je répondu, soudainement épuisé par le mélodrame. Ceux qui comptent comprendront. La confrontation a continué pendant encore 1 heure, reprenant les mêmes accusations et justifications. Mon père menaçait d'engager des poursuites judiciaires. Ma mère oscillait entre les chantages affectifs et les supplications de compromis. Britney alternait entre le statut de victime en larmes et les attaques vicieuses contre mon caractère. Je suis resté ferme, devenant plus calme à mesure qu'il s'agitait. Finalement, mon père a annoncé qu'il partait. À la porte, ma mère s'est retournée, le visage blessé, je n'aurais jamais pensé que tu ferais passer ta propre personne avant le bonheur de ta sœur. C'était la parfaite synthèse de la dynamique familiale qui nous avait menés là, l'hypothèse selon laquelle le bonheur de ma sœur devait toujours l'emporter sur le mien. Je ne me fais pas passer avant Britney, l'ai-je corrigé. Après leur départ, je me suis assise dans le silence soudain de mon appartement, épuisée émotionnellement, mais curieusement en paix. Je m'attendais à ressentir une culpabilité écrasante ou des doutes après la confrontation. Au lieu de cela, je me suis senti libéré d'un poids, comme si des années de ressentiment accumulés s'étaient enfin évaporées. Les retombées ont été rapides et intenses. Britney a mis sa menace à exécution, publiant une vidéo en larmes sur Instagram pour expliquer en détail comment j'avais volé son avenir et brisé le cœur de nos parents. Mon téléphone s'est rempli de messages de membres de la famille élargie et d'amis d'enfance, certains exprimant leur choc et leur déception, d'autres me demandant ma version des faits. Je n'ai répondu à aucun d'eux, suivant le conseil de Jessica de laisser passer la première vague de tempête avant d'intervenir. Seule ma tante Caroline, la sœur de ma mère, m'a apporté un soutien sans ambiguïté. Elisabeth savait exactement ce qu'elle faisait en te laissant cette maison. Tiens bon, ma chérie. Le contre-coup émotionnel s'est fait sentir dans d'autres aspects de ma vie. Je me surprenais à être distraite au travail, à rater des échéances et à bafouiller lors de présentations. Le sommeil m'échappait. Mes nuits étaient remplies de disputes stériles dans ma tête, à imaginer ce que j'aurais dû dire ou ce que je pourrais dire lors de futures confrontations. Michael est resté inébranlable dans son soutien, m'écoutant sans jugement, me rappelant de manger quand j'oubliais, me serrant dans ses bras quand le doute s'installait. Jessica est devenue ma fervente défenseuse, filtrant mes appels et me rappelant les années d'injustice qui avaient mené à ce point de rupture. Il ne s'agit pas d'une maison ou d'argent, insistait-elle lors d'un moment particulièrement difficile. 1 mois après la confrontation, j'ai reçu une lettre officielle de l'avocat de mon père suggérant une médiation pour résoudre le différend sur les biens. Je l'ai transmise à Diane Hargrove qui a répondu par une lettre concise confirmant la légalité de la vente et refusant la médiation car il n'existait aucun litige légitime à résoudre. Au bout de 6 semaines, Britney a intensifié sa campagne. Elle a contacté mon entreprise via l'adresse email des relations publiques, insinuant que j'avais détourné des fonds familiaux et remettant en cause mon intégrité éthique par rapport à mon poste. Heureusement, ma responsable, qui était témoin de mon professionnalisme depuis des années, a rejeté ces allégations sans m'impliquer directement, bien qu'elle m'ait gentiment suggéré d'envisager une thérapie pour gérer le stress familial évident. C'était un bon conseil. J'ai commencé à consulter le docteur Mercé, un thérapeute spécialisé dans les dynamiques familiales, qui m'a aidé à comprendre les schémas qui avaient défini notre famille, l'attitude de mes parents qui favorisait Britney, mon rôle d'enfant responsable mais invisible. Et l'attente malsaine que je me sacrifie continuellement pour le bien de ma sœur. Tu n'as pas seulement vendu une maison, a observé le docteur Mercé lors d'une séance. Tu as brisé un schéma générationnel, ce qui est à la fois puissant et effrayant pour toi comme pour eux. 2 mois après la vente, le flot quotidien de messages et de tentatives de manipulation a commencé à ralentir. Mes parents, réalisant peut-être que leur tactique ne fonctionnait pas, sont passés au silence. Pas d'appel, pas de SMS, pas de mais. Britney, trouvant peu d'écho à son récit de victime,
s'est tournée vers la mise en scène sur les réseaux sociaux de son parcours pour guérir de la trahison familiale, avec un succès mitigé. Ce silence était à la fois un soulagement et une nouvelle forme de douleur. Malgré tout, il restait ma famille. L'absence de lien, aussi dysfonctionnel qu'il ait été, laissait un vide que la paix retrouvée ne parvenait pas tout à fait à combler. Mais alors que l'été laissait place à l'automne, j'ai commencé à réaliser que cet espace n'était pas seulement vide, il était aussi ouvert. Ouvert à de nouvelles possibilités, de nouvelles limites, de nouvelles façons de définir la famille qui ne reposaient pas sur l'obligation ou la culpabilité, mais sur le respect mutuel et l'affection sincère. Et dans cette ouverture, j'ai trouvé une force inattendue. Les feuilles d'automne commençaient à tourner lorsque j'ai reçu un email inattendu de ma mère. Cela faisait près de 3 mois depuis notre confrontation. 3 mois d'un silence étrange, ponctué seulement de nouvelles occasionnelles par des contacts communs. Alison, écrivait-elle, j'ai beaucoup réfléchi. Je ne prétendrai pas comprendre ou approuver totalement tes actions, mais ma fille me manque. Pourrions-nous nous voir pour prendre un café? Juste toutes les deux? J'ai lu le message plusieurs fois, cherchant les habituels ressorts de manipulation, culpabilité, obligation, exigence déguisée. N'en trouvant aucun, j'ai accepté prudemment de la rencontrer dans un lieu neutre, un café à mi-chemin de nos domiciles respectifs. Elle était déjà là quand je suis arrivé, semblant plus petite, plus vulnérable que dans mes souvenirs. La mère confiante, toujours en contrôle, de mon enfance semblait diminuer, avec de nouvelles rides autour des yeux et des cheveux gris visibles à ses tempes. Merci d'être venue, a-t-elle dit alors que je m'asseyais en face d'elle. Je n'étais pas sûr que tu viendrais. Je n'en étais pas sûr non plus, ai-je admis. Nous avons commandé un café au lait pour elle, un café noir pour moi, puis nous sommes restés assises dans un silence embarrassé jusqu'à ce que nos boissons arrivent. Comment vas-tu, a-t-elle fini par demander. Pour être honnête, cela a été difficile, ai-je répondu, tout en restant clair. Elle a hoché la tête, faisant tourner sa tasse en petits cercles sur la table. Ton père est toujours très en colère. Je ne suis pas surprise. Britney est revenue vivre avec nous. Elle dit que c'est temporaire en attendant de trouver la bonne opportunité. Il y avait une note dans sa voix que je n'avais jamais entendue auparavant, une pointe de lassitude, peut-être même de frustration. Et qu'en penses-tu, ai-je demandé. Elle a levé les yeux, visiblement surprise par la question. C'est normal. C'est notre fille. Nous voulons l'aider. Tout comme vous l'avez toujours aidé, ai-je observé, gardant un ton neutre. Le regard de ma mère est retombé sur son café. C'est en partie ce à quoi j'ai pensé. La façon dont nous avons aidé nos filles différemment. J'ai attendu, lui laissant l'espace pour continuer. Quand tu étais petite, tu étais si indépendante. Tu pouvais t'amuser pendant des heures avec des livres ou des projets artistiques. Britney avait toujours besoin de plus d'attention, de plus d'accompagnement. C'est devenu un automatisme, elle demandait, nous donnions. Elle a soupiré. Je ne me suis jamais arrêté pour penser que toi aussi, tu avais peut-être besoin de choses. Tu ne demandais simplement jamais. J'ai demandé, ai-je corrigé doucement. Souvent, mais la réponse était généralement que je devais me montrer plus compréhensive envers les besoins de Britney. Elle a grincé des dents, reconnaissant la vérité de mes propos. Ta grand-mère me disait souvent que j'étais en train de créer 2 avenirs différents pour mes filles. Je ne comprenais pas ce qu'elle voulait dire à l'époque. Je crois que je commence à comprendre maintenant. Nous avons discuté pendant plus de 2 heures, abordant des sujets que nous n'avions jamais explorés auparavant. Elle a parlé de sa propre éducation, du fait d'avoir été l'aîné responsable tandis que son frère cadet était gâté. Elle avait inconsciemment reproduit ce schéma avec ses propres enfants, mais en inversant les rôles. Je ne dis pas que je suis d'accord avec la façon dont tu as géré la situation de la maison, a-t-elle précisé. Mais je comprends mieux pourquoi tu as eu l'impression de n'avoir aucune autre option. Nous ne t'en avons pas donné. Ce n'était pas une excuse à proprement parler, mais c'était une reconnaissance. La première véritable reconnaissance dont je me souvienne de la part de l'un de mes parents. J'ai utilisé une partie de l'argent pour créer une bourse d'études, lui ai-je dit, partageant un détail que je n'avais pas prévu de révéler. Au nom de grand-mère, pour les étudiants de première génération intéressés par l'horticulture. Elle aurait aimé ça. Les yeux de ma mère se sont remplis de larmes. Elle aurait adoré. C'est vraiment magnifique, Alison. Alors que nous nous apprêtions à partir,
elle a demandé avec hésitation, serais-tu prête à rencontrer ton père un jour? Pas tout de suite, mais quand les choses se seront encore calmées. Peut-être, ai-je dit, sans m'engager. Une étape à la fois. La rencontre avec ma mère a été un premier pas timide vers la redéfinition de notre relation. Nous avons commencé à prendre un café toutes les quelques semaines, chaque conversation étant une navigation prudente à travers de nouvelles limites. Parfois, nous retombions dans de vieux schémas, elle cherchant des excuses au comportement de Britney, moi me sentant déconsidéré et me repliant sur moi-même. En revanche, de plus en plus, nous trouvions des moments de connexion authentiques. Mon père s'est montré plus résistant au changement. Lorsque j'ai enfin accepté de le rencontrer un mois plus tard, il a passé les 20 premières minutes à énumérer les façons dont j'avais déçu la famille. Mais même lui a fini par épuiser sa colère. Et dans le silence qui a suivi, j'ai entrevu l'incertitude qui se cachait derrière son autorité naturelle. Je ne sais pas comment être le père d'une fille qui n'a pas besoin de moi, a-t-il admis dans un rare moment de vulnérabilité. J'ai besoin de toi, papa, lui ai-je dit. Mais pas de la façon dont tu as essayé de donner. J'ai plus besoin de ton respect que de ton soutien financier. J'ai besoin que tu me vois, moi, et pas seulement Britney. Il n'a pas répondu directement, mais il a écouté. Peut-être qu'il m'a véritablement écouté pour la première fois depuis des années. Britney a été la dernière à me recontacter, et sa démarche a été fidèlement théâtrale. Elle s'est présentée à mon appartement sans prévenir un soir de novembre, du mascara coulant sur ses joues. « Est-ce que je peux entrer ?» a-t-elle demandé, la voix brisée par les pleurs. « S'il te plaît. » Une fois à l'intérieur, elle a fait les 100 pas dans mon salon, oscillant entre reproches et aveux. « Tu as toujours été la parfaite, l'intelligente, la responsable, a-t-elle dit avec amertume. « Sais-tu à quel point c'est difficile d'être ta sœur? Rien de ce que je fais n'est jamais assez. » Britney, ce n'est pas, ai-je commencé, mais elle m'a coupé. « Non, laisse-moi finir. J'ai toujours su que maman et papa nous traitaient différemment. Je me disais que c'était parce qu'ils savaient que tu pouvais tout surmonter et que moi, j'avais besoin de plus d'aide. C'était plus facile que d'admettre que j'en profitais. » Elle s'est effondrée sur mon canapé, soudainement dégonflée. La vérité, c'est qu'on m'a proposé 3 emplois différents l'année dernière. De bons emplois avec des avantages et des perspectives d'évolution. Je les ai tous refusés parce que j'ai une peur bleue d'échouer, d'essayer quelque chose et de ne pas être immédiatement extraordinaire, comme tu sembles toujours l'être. C'était un aveu stupéfiant de la part de ma sœur, qui avait toujours paru si confiante, si sûre de sa place de favorite de la famille. Je ne réussis pas toujours tout, lui ai-je dit en m'asseyant à ses côtés. J'échoue tout le temps. La différence, c'est que je n'avais pas l'option d'abandonner. Nous avons discuté tard dans la nuit, mettant au jour des années d'incompréhension et de ressentiment de part et d'autre. J'avais envié son charme naturel et le soutien inconditionnel de nos parents. Elle avait envié ma détermination et mon autonomie. Cette conversation n'a pas effacé toutes nos blessures comme par magie, mais elle a été sincère d'une manière que nous n'avions jamais connue auparavant. La révélation la plus surprenante est survenue 2 semaines avant Noël, lors d'un dîner familial prudent chez mes parents, le premier depuis notre éloignement. Britney a annoncé qu'elle avait accepté un poste d'assistante administrative au sein d'une organisation artistique à but non lucratif. C'est un poste de débutante, a-t-elle admis, mais ils offrent une aide financière aux employés qui poursuivent des études dans ce domaine, alors je vais prendre des cours du soir en gestion artistique. Mon père a eu l'air incertain. Ma chérie, si tu as besoin d'aide pour les frais de scolarité, nous pourrions. Non, papa, l'a-t-elle interrompu fermement. Je veux faire ça moi-même. En fait, a-t-elle poursuivi en me lançant un regard nerveux, je voulais vous dire à tous les deux, j'ai des économies. Pas mal d'argent, en fait. Mes parents l'ont regardé avec confusion. Je n'ai jamais dépensé tout l'argent que vous m'avez donné pour mes projets d'entreprise, a-t-elle expliqué, visiblement mal à l'aise. J'en gardais de côté à chaque fois sur un compte séparé. Je me disais que c'était de l'argent d'urgence, mais en réalité, je crois que je me créais un filet de sécurité pour ne jamais avoir à être vraiment indépendante. Cette révélation a été accueillie par un silence stupéfait. Toutes ces années de soutien financier, tous ces renflouements, alors qu'elle accumulait secrètement un pécule. Le visage de mon père est devenu rouge de colère, celui de ma mère rouge de douleur. Pourquoi nous avoir menti ainsi, a fini par demander ma mère. Britney s'est tournée vers moi,
Une demande silencieuse de soutien qui aurait été impensable quelques mois plus tôt. J'ai hoché la tête en signe d'encouragement. Parce que c'était plus facile que d'admettre que j'avais peur de grandir, a-t-elle dit simplement. Plus facile que de faire face au fait qu'Alison avait raison sur mon compte depuis le début. La conversation qui a suivi a été difficile mais salutaire. Mes parents ont affronté leur comportement complaisant. Britney a reconnu ses manipulations et j'ai pris conscience de ma propre responsabilité dans le maintien de la dynamique familiale en oscillant entre la soumission et le ressentiment plutôt qu'en communiquant clairement. Nous étions loin d'être guéris en tant que famille, mais nous étions enfin honnêtes. Et dans cette honnêteté résidait la possibilité de construire quelque chose de plus sain que ce que nous avions auparavant. Pendant ce temps, ma propre vie continuait de se transformer d'une manière que je n'avais pas anticipée. La majeure partie de l'argent de la maison est restée investie dans un portefeuille diversifié, assurant mon avenir financier, mais j'en ai utilisé une partie comme acompte pour une petite mais charmante maison de style Tudor plus proche de la ville. Dotée d'un jardin qui me rappelait celui de ma grand-mère, mais qui m'appartenait uniquement de façonner. Ma relation avec Michael s'est approfondie à travers cette crise. Il m'avait vu sous mon jour le plus vulnérable et le plus déterminé, et son soutien indéfectible a confirmé ce que je pressentais depuis un certain temps, c'était le partenaire avec lequel je voulais passer le reste de ma vie. Le soir de Noël, après un dîner chez ses parents, il m'a demandé en mariage avec la bague rétro-restaurée de sa grand-mère, créant ainsi un nouveau lien entre nos histoires familiales. Mes perspectives professionnelles se sont également élargies. La confiance que j'avais acquise en tenant tête à ma famille s'est traduite par une plus grande assurance au travail. J'ai mené avec succès la présentation d'une campagne majeure pour un client que nous essayions de décrocher depuis des années, ce qui m'a valu une promotion au poste de directrice principale du marketing et la direction de ma propre équipe. Tout au long de ces changements, j'ai gardé le contact avec la famille Morale, recevant occasionnellement des nouvelles et des photos de leur vie dans ce qui avait été la maison de ma grand-mère. Ils avaient planté un potager là où j'avais prévu d'en faire un sans jamais trouver le temps de le créer. Ils avaient repeint les chambres dans des couleurs joyeuses pour leurs enfants. Ils avaient ajouté un portique de balançoire sous le plus grand pommier. La maison évoluait comme elle le devait, devenant le centre de leur histoire familiale plutôt qu'un monument dédié à mon passé. Un jour de printemps exceptionnellement doux, à l'invitation de Lydia, je leur ai rendu visite. Eric avait utilisé du bois provenant d'un chêne tombé sur la propriété pour fabriquer un petit banc pour leur porche avant, sur lequel était gravé un message simple, l'héritage d'Elisabeth. C'était leur façon d'honorer l'histoire de la maison tout en se l'appropriant. Nous avons trouvé quelque chose que nous pensions que vous aimeriez avoir, a dit Lydia en me guidant vers la cuisine. Elle a ouvert un tiroir et en a sorti un marque-page en argent terni avec un motif floral complexe. C'était derrière les étagères de la bibliothèque intégrée quand Eric les renforçait. Je l'ai reconnu immédiatement. Ma grand-mère l'avait utilisé dans sa Bible d'aussi loin que je me souvienne. En le tenant, j'ai ressenti une vague de gratitude, n'étant pas seulement reconnaissante pour l'objet lui-même, mais pour cette femme qui m'avait assez aimé pour me donner à la fois des racines et des ailes, qui m'avait fait confiance pour trouver mon propre chemin. Même lorsqu'il s'écartait des attentes de la famille. Merci, ai-je dit, refermant mes doigts sur le marque-page. Cela compte plus que vous ne le pensez. En repartant en voiture, j'ai jeté un regard dans le rétroviseur pour voir la ferme jaune s'estomper à l'horizon. Pour la première fois, je ne ressentais aucun regret, aucun sentiment de perte, seulement de la reconnaissance pour ce que la maison m'avait apporté, tant du vivant de ma grand-mère que lors de sa vente finale, le moyen de poser des limites. Le courage de les faire respecter et la liberté de me construire une vie qui m'appartienne véritablement. Cela fait un peu plus d'1 an que j'ai vendu la maison de ma grand-mère. Une année de profonds changements et d'une croissance inattendue. Les réunions de famille qui me remplissaient autrefois d'appréhension sont devenues plus sincères, même si elles restent parfois maladroites. Nous apprenons lentement et imparfaitement à interagir en tant qu'adultes plutôt que de rester enfermés dans des rôles d'enfants. Mon père et moi avons établi une nouvelle entente prudente. Il a encore du mal avec mon indépendance, retombant parfois dans ce ton autoritaire qui suppose que son jugement l'emporte sur le mien. Mais il fait des efforts, posant des questions plutôt que de dicter sa loi, saluant mes réussites sans les comparer à celles de Britney. Le mois dernier, il m'a demandé conseil sur une option de placement pour sa retraite, un petit geste qui témoigne d'un changement significatif dans sa façon de me percevoir. Ma mère a changé de la manière la plus visible. Nos rendez-vous autour d'un café sont devenus une habitude, évoluant d'une navigation prudente autour des blessures passées à un intérêt sincère pour la vie de l'autre. Elle m'a récemment confié qu'elle avait commencé une thérapie,
inspirée en partie par les changements positifs qu'elle constatait dans ma vie. Je ne veux pas répéter les erreurs de ma mère, m'a-t-elle dit, ni les miennes. La transformation de Britney a été à la fois la plus spectaculaire et la plus fragile. Elle a terminé son premier semestre de cours du soir avec une moyenne de 3,8, me montrant fièrement son bulletin à l'insu de nos parents. Un moment privilégié de complicité qui aurait été impensable dans notre ancienne dynamique. Elle travaille dans son entreprise depuis 9 mois consécutifs, le plus long engagement qu'elle ait jamais pris pour un seul poste. Il reste encore des élans d'arrogance, de temps à autre des tentatives de revenir aux anciens schémas, mais elle se reprend plus souvent qu'à son tour. J'essaie de te ressembler davantage, m'a-t-elle avoué lors d'un rare déjeuner entre sœurs. Pas pour tout. Je ne serai jamais aussi organisé ni aussi discipliné. Mais pour ce qui est de prendre la responsabilité de mes choix. J'essaie de te ressembler un peu aussi, ai-je confessé, nous surprenant toutes les deux. Plus encline à prendre des risques, à ne pas avoir chaque étape planifiée à l'avance. La vérité est que nous découvrons toutes les deux que nous avions intériorisé des extrêmes malsains en réponse au traitement différencié de nos parents. Mon autonomie excessive était tout autant une réaction que sa dépendance. Trouver un juste milieu plus sain s'est avéré libérateur pour toutes les deux. La semaine dernière, Britney a signé le bail de son propre appartement, modeste, mais charmant et adapté à son budget réel. Elle l'a meublé avec des objets d'occasion et des projets de bricolage plutôt qu'avec les pièces haut de gamme qu'elle considérait autrefois comme indispensables. Quand elle m'a fait visiter les lieux, la fierté rayonnait sur son visage alors qu'elle me montrait une table basse qu'elle avait restaurée elle-même et des rideaux qu'elle avait cousus à partir de tissus trouvés dans une friperie. Ce n'est pas parfait, a-t-elle dit en montrant la tringle à rideaux légèrement de travers. Mais c'est chez moi. C'est moi qui l'ai fait. L'expression de son visage à cet instant, une fierté sincère pour ses propres efforts plutôt que la satisfaction superficielle d'obtenir ce qu'elle voulait, m'a fait réaliser que la perte de la maison avait finalement été un cadeau pour nous deux. Pour moi, elle avait été le catalyseur pour fixer des limites. Pour elle, elle avait été l'impulsion nécessaire pour découvrir ses propres capacités. Ma relation avec Michael s'est approfondie tout au long de ce parcours. Nous prévoyons un petit mariage pour le printemps prochain, avec une cérémonie dans le jardin de notre nouvelle maison. Ma mère s'est investie pleinement dans l'aide aux préparatifs, canalisant son besoin d'être utile de manière à soutenir mes choix plutôt qu'à les compromettre. Même mon père a fait preuve d'un enthousiasme inattendu, proposant de fabriquer une arche pour la cérémonie à partir d'un modèle que Michael et moi avons sélectionné ensemble. La sécurité financière procurée par la vente de la maison m'a permis de prendre des risques professionnels que j'aurais autrement évités. Il y a 6 mois, on m'a proposé un poste dans une agence de marketing plus petite, spécialisée dans les campagnes pour les organisations environnementales et de justice sociale. Le salaire était légèrement inférieur à celui de mon poste en entreprise, mais le travail correspondait plus authentiquement à mes valeurs. Le fait d'avoir des revenus d'investissement comme filet de sécurité m'a donné la liberté d'accepter ce poste. L'épanouissement que je trouve dans ce travail vaut bien plus que la différence de salaire. Fidèle à ma promesse, j'ai créé la bourse d'études en horticulture Elizabeth Reynolds au collège communautaire local. Ce printemps, j'ai rencontré la première lauréate, une jeune femme qui finance ses études tout en soutenant ses jeunes frères et sœurs. En voyant sa détermination et en écoutant ses projets de création d'espaces de jardins urbains dans les communautés mal desservies, j'ai senti l'influence de ma grand-mère se prolonger au-delà de sa vie et de la mienne. Dans un avenir qu'elle ne verrait jamais mais qu'elle avait contribué à rendre possible. La bourse est financée à perpétuité, garantissant que quoi qu'il arrive dans ma vie, cet aspect de l'héritage de ma grand-mère perdurera. Il est réconfortant de savoir que longtemps après mon départ, des étudiants bénéficieront encore de sa prévoyance et de sa générosité, tout comme j'en ai bénéficié. Environ 3 mois après ma visite à la famille Morale, j'ai reçu un petit colis de leur part. À l'intérieur se trouvait le marque-page qu'ils avaient trouvé, désormais nettoyé et restauré de manière professionnelle, accompagné d'un mot écrit à la main, « Nous avons trouvé ces journaux intimes. Nous avons pensé que vous devriez les avoir. » Sous le mot se trouvaient 5 autres volumes de journaux intimes de ma grand-mère, couvrant les années antérieures à ceux que j'avais déjà récupérés. Ce soir-là, je me suis assise sur le porche de ma nouvelle maison et j'ai ouvert le tout premier journal. Dans une entrée datant d'il y a 30 ans, ma grand-mère écrivait à propos de moi alors que j'étais une toute jeune enfant, essayant avec détermination de grimper sur une chaise bien trop grande pour moi, refusant toute aide malgré des chutes répétées. Ali a une telle force de caractère, avait-elle écrit. Martha s'inquiète qu'elle soit trop têtue, mais je vois autre chose.
Une détermination à trouver sa propre voie, à se tenir sur ses deux pieds. Cette qualité lui servira bien un jour, même si elle rend parfois son chemin plus difficile. Mon espoir est qu'elle apprenne à équilibrer cette indépendance avec la sagesse d'accepter de l'aide quand cela la sert vraiment, de distinguer le soutien de l'interférence. J'espère pouvoir lui enseigner cela avant de m'en aller. En lisant ces mots, j'ai senti la boucle se boucler. La maison n'avait jamais été le véritable héritage. C'était cette sagesse, cette compréhension de moi-même, cette autorisation à tracer ma propre voie tout en restant lié à ce que j'aime. Le week-end dernier, j'ai planté un petit verger dans le jardin de ma nouvelle maison, 6 pommiers de la même variété que ceux qui poussaient chez ma grand-mère. Michael m'a aidé à creuser les trous et à mélanger les amendements de sol. Alors que nous travaillons côte à côte sous le soleil printanier, j'ai pensé au cycle et aux héritages, à ce que nous recevons en partage et à ce que nous créons. Les jeunes arbres semblaient incroyablement petits et fragiles, rien à voir avec les arbres vigoureux de mes souvenirs d'enfance. Il faudra des années avant qu'ils ne portent des fruits, et plus encore avant qu'ils n'offrent une ombre véritable. Je ne les verrai peut-être pas atteindre leur pleine maturité de mon vivant. Mais en les plantant, j'ai honoré à la fois le passé et l'avenir, l'héritage de ma grand-mère et la vie que Michael et moi construisons ensemble. Ce soir-là, alors que nous étions assis sur notre porche à regarder les lucioles émerger dans la pénombre naissante, Michael m'a demandé à quoi je pensais. À quelque chose que ma grand-mère avait l'habitude de dire, lui ai-je répondu. Le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans. Le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. Il a souri en me prenant la main. C'était une femme sage. J'ai acquiescé. Et elle m'a appris la leçon la plus importante de toutes, s'affirmer et défendre ses droits n'est pas de l'égoïsme. C'est nécessaire. On ne peut pas donner sincèrement aux autres tant qu'on n'honore pas sa propre valeur. Le chemin qui m'a mené de ce dîner de famille douloureux à cette soirée paisible n'a pas été facile ni direct. Il y a eu des revers et des discussions difficiles, des moments de doute et un deuil persistant. Mais à travers tout cela, j'ai découvert une vérité qui se renforce chaque jour un peu plus. Les limites que nous posons ne sont pas des murs pour exclure les autres, mais des fondations sur lesquelles des relations plus saines peuvent être construites. En honorant le cadeau de ma grand-mère à ma façon, plutôt qu'en me pliant aux attentes de ma famille, je ne les ai pas perdus comme je le craignais. Au lieu de cela, j'ai créé la possibilité d'un lien plus authentique, fondé sur le respect mutuel plutôt que sur l'obligation ou la culpabilité. En vendant la maison, j'ai gagné quelque chose de bien plus précieux, la liberté de définir la famille selon mes propres termes, d'aimer sans me perdre. Avez-vous déjà dû prendre une décision difficile qui a finalement conduit à un changement positif dans vos relations? J'aimerais beaucoup lire vos histoires dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner si cela vous a parlé, et de partager cette histoire avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'encouragement pour fixer des limites saines dans sa propre vie. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage. Et rappelez-vous, parfois, la chose la plus courageuse à faire est de faire confiance à votre propre jugement, même lorsque vos proches ne sont pas d'accord. D'ici la prochaine fois, prenez soin de vous.